Nous sommes en 2021, bientôt en 2022. L'année 2020 a été une très dure année pour le marché de la culture. La pandémie de Covid-19 sévit encore à l'heure où j'écris cette vidéo en mai 2021. Et oui, il y a eu un petit peu de décalage. Le marché de la culture désigne l'ensemble des activités artistiques ou culturelles produites sur un territoire donné. La culture désigne donc le jeu vidéo, la musique, le cinéma, la vidéo, la radio, le livre, etc. La culture représente 3,2% de la richesse nationale selon le gouvernement, soit 104,5 milliards d'euros. C'est donc un marché très intéressant pour notre pays. En revanche, aujourd'hui, l'impossibilité pour les quelques 670 000 personnes employées dans ce marché d'exercer leur métier coule cette richesse nationale. Étant l'un des secteurs qui m'intéresse le plus, j'aimerais parler de la plus grande industrie mondiale culturelle, le jeu vidéo. Cette dernière pèse plus que l'industrie cinématographique et la musique réunies selon CNews. C'est pour dire. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas sorti de vidéo depuis quelques semaines, et l'une des raisons à ça, c'est parce que Nintendo a sorti l'une de mes licences préférées, Metroid, et notamment le fameux jeu Metroid Dread. Alors effectivement, en y jouant, je me suis dit, mais en fait, ça serait très intéressant de ressortir cette vidéo-là, de créer une vidéo autour de l'entreprise de Nintendo, parce que c'est une entreprise et un symbole incroyable du jeu vidéo. Alors c'est parti. Créateur de rêves, message d'espoir aux enfants et monstre du jeu vidéo, c'est bien sûr Nintendo. J'aimerais tout d'abord vous faire un rappel contextuel et historique de la marque rouge. En 1980, l'artiste Shigeru Miyamoto, qui travaille à l'époque pour Nintendo, crée le jeu Donkey Kong. Le héros, tout d'abord nommé Jumpman, est un menuisier chargé de sauver sa belle Pauline des griffes d'un gorille fou. Le nom de Jumpman change après l'ouverture du siège de Nintendo of America par Nintendo & Co. Et alors, Jumpman ressemblait fortement au propriétaire des nouveaux bureaux, un certain Mario Segali. Jumpman devient alors Mario. Le jeu est un succès mondial et l'entreprise continue d'enchaîner les succès mondiaux avec sa console phare qui fera connaître la marque avec sa fameuse console NES pour Nintendo Entertainment System et ses licences les plus connues, Super Mario Bros, Metroid et The Legend of Zelda. Avec les technologies et l'apparition des concurrents, Nintendo propose aussi des consoles portables qui créeront une véritable diade stratégique dans sa marque. Les consoles de salon pour la convivialité et les consoles portables pour que les joueurs puissent jouer partout en vivant de véritables aventures virtuelles. Ainsi, comment Nintendo a-t-il réussi à devenir un incontournable du jeu vidéo? Remontons un petit peu en arrière. Hiroshi Yamauchi, l'arrière-petit-fils du créateur de Nintendo et le président de l'époque de Nintendo, choisit alors de s'armer de personnes très créatives et de créateurs. Pour mener son entreprise, il ne choisit pas de s'armer de personnes qui seraient capables de proposer des hardware très puissants, des machines de calcul très poussées, il préfère travailler ce qu'on appelle le gameplay. Il a choisi de travailler le gameplay, comme l'explique très bien l'excellent article de Stéphane Boll, sur lequel je me suis inspiré pour écrire mon article. Ah oui, j'oubliais, parce qu'en fait, toutes les vidéos que vous voyez, ce sont d'abord des articles que j'écris pour le journal de mon école et le blog de mon association de numérique et de jeux vidéo. Je vous invite à les lire et à découvrir mon travail en description. Reprenons. Ils ont cherché à vraiment regarder ce que les joueurs pouvaient apprécier, qu'est-ce qui faisait au final qu'un jeu était bon. Ils ont donc choisi de faire des consoles et des manettes très simples, attrayantes et même intuitives pour toute personne. Quand on regarde les manettes de Nintendo et leurs consoles, les boutons sont simples, attirants, attrayants, ergonomiques et intuitifs. Ils ont concentré notamment toute leur R&D sur ces domaines, ce qui fait que quand on regarde aussi les prix de l'époque, les consoles et les jeux étaient beaucoup moins chers. Une des premières prouesses de Nintendo, c'est d'avoir réussi à baisser ses prix tout en offrant des jeux géniaux et en attirant évidemment les consommateurs du fait d'avoir des prix bas. Une des grandes prouesses de Nintendo, c'est d'avoir réussi à proposer des jeux simples, intuitifs encore une fois, et qui étaient totalement opposés à ce que pouvaient faire des concurrents avec des jeux beaucoup plus complexes, ou en tout cas axés vers un public qui connaissait déjà le jeu vidéo, qui était déjà joueur en lui-même. Quand on regarde aujourd'hui avec les ventes, et même à l'époque, quand on voit Mario Kart qui sort, tout le monde se jette dessus, puisque tout le monde comprend comment y jouer, c'est assez simple d'y jouer, et puis c'est très agréable, face à un Gran Turismo qui lui effectivement demande plus d'expérience et est plus difficile d'accès pour des gens qui n'y ont jamais joué, et donc qui y trouveront forcément moins de plaisir au début. Ici Nintendo proposait des jeux totalement nouveaux, mais accessibles à tous, à un grand public. Mais alors, comment révolutionner son industrie? Le génie de Nintendo repose notamment sur une console qui a marqué son histoire. Qu'on le veuille ou non, la Wii est la fameuse console qui a amené une toute nouvelle technologie. Il existait déjà auparavant des technologies capables de reconnaître les mouvements, mais c'est définitivement Nintendo qui a réussi à s'asseoir sur le trône de cette nouvelle technologie
en la rendant publique et surtout crédible aux yeux de tous. La technologie de reconnaissance des mouvements a ouvert surtout plein de nouvelles possibilités qui étaient inenvisageables à l'époque, notamment une première vraie immersion dans le jeu vidéo, un moyen de se défouler, d'être actif et donc de pouvoir créer des jeux sportifs plus réalistes, et enfin, on a pu créer de nouveaux accessoires grâce à cette technologie. Ce dernier point est très important puisqu'il a permis à l'entreprise de concevoir des objets complémentaires à la console seulement pour certains jeux. Par exemple, le volant pour jouer à Mario Kart, la fameuse Wii Fit à l'époque pour pouvoir faire des mouvements et faire son yoga, ou encore Ring Fit, aujourd'hui disponible sur la Switch. Effectivement, si d'ores et déjà les consoles étaient moins chères que les concurrents, cela voudrait dire qu'elles étaient plus accessibles et donc elles pouvaient potentiellement se vendre plus. Et en plus de ça, pour combler ce manque de chiffre d'affaires, eh bien, ils pouvaient vendre ces accessoires comme complément indispensable au jeu qu'ils créent. Et donc par conséquent, ils pouvaient légitimer cette offre en s'offrant un petit bonus que forcément les autres ne pouvaient pas se permettre de faire, puisque le coût additionnel que proposait Nintendo en achetant les accessoires ne paraissait pas si énorme comparé à ce que pouvaient faire des concurrents. De surcroît, si l'on devait considérer Nintendo dans une dynamique compétitive et stratégique, on pourrait tout simplement dire que Nintendo a poussé l'expérience du gameplay encore plus loin. Et donc, par ce fait, elle a créé ce qu'on appelle un océan bleu. Ce dernier concept est défini par Kim et Mo Borgne en stratégie comme stratégie d'activité qui combine à la fois la différenciation et la domination par les coups, en utilisant l'innovation de valeur pour mettre en place une offre cohérente. Recherche de nouveaux espaces stratégiques inexplorés, les océans bleus, en opposition aux océans rouges qui représentent les marchés existants où l'intensité concurrentielle est très forte. Abandonner l'affrontement pour essayer de capturer une nouvelle demande. Pour poursuivre cette analyse stratégique de Nintendo, la force de Nintendo c'est d'avoir compris qu'il fallait faire des jeux adaptés à tous. Et en fait, ils ont réussi à créer un jeu qui s'appelait Wii Sport, que vous connaissez sûrement tous, puisqu'il a bercé, par exemple pour les gens de mon âge, donc il a une vingtaine d'années, l'enfance de beaucoup de gens. Et bien, ce qui est intéressant quand on regarde ce jeu, c'est qu'il a permis de toucher une nouvelle cible de consommateurs qui étaient les seniors. Auparavant, le jeu vidéo n'était fait que pour les jeunes adolescents ou les adolescents, et donc potentiellement il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas visés lorsqu'on crée des jeux vidéo. Le jeu vidéo était très peu pensé pour les seniors, et justement en créant un jeu comme ça permettait de légitimer une nouvelle offre en proposant une activité régulière pour les personnes âgées, et tout en créant un nouveau centre d'intérêt qui était les jeux vidéo, et se reconnecter avec justement le monde du numérique, ou en tout cas faire découvrir le jeu vidéo aux personnes plus âgées. Ainsi, donc toutes les personnes de l'industrie du jeu vidéo comme les constructeurs, les distributeurs et les éditeurs perdaient potentiellement 2 milliards de personnes aujourd'hui, parce qu'en 2050 on compterait à peu près 2 milliards de personnes, mais à l'époque entre 1980 et l'an 2000, eh bien c'était à peu près 1 milliard de personnes qu'on perdait, de clients. Et justement le génie de Nintendo c'est d'avoir réussi à créer plusieurs offres avec différentes consoles. Ça c'est une vraie révolution de pouvoir proposer de nouvelles offres pour des publics qui n'existaient pas du tout auparavant. Une authenticité inégalée. Donc nous avons parlé au tout début du côté hardware de Nintendo, donc c'est-à-dire comment les consoles étaient faites, les composants moins puissants que les autres, etc. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur le software. Ce qui est vraiment intéressant, et ce qui est très rare en fait encore aujourd'hui, et à l'époque encore plus, c'était de pouvoir proposer des jeux qui n'étaient seulement distribués que sur leur propre console. Effectivement, aujourd'hui, si l'on regarde un petit peu les concurrents existants, donc les deux principaux, c'est quand même Sony et Xbox, donc Microsoft et PlayStation. Et bien, ce qui est assez impressionnant, c'est que Nintendo a réussi vraiment à garder son ADN. Ça lui confère une aura, une place importante sur le marché, qui lui fait dire écoutez, j'existe et personne n'a une influence quelconque sur moi. Et ça, c'est très puissant et c'est vraiment remarquable, je trouve. Il est vrai que chaque console possède ses propres exclusivités. Pour Sony, on a par exemple The Last of Us, God of War, Abzu, et d'un autre côté, nous avons Halo, Forza, mais ce qui est intéressant, c'est que Nintendo, elle, a les licences les plus connues au monde. Elle possède Super Mario, The Legend of Zelda, mais surtout Pokémon. C'est l'une des licences les plus indissociables du genre qui a propulsé la Game Boy Color avec ses versions rouges et bleues. Pokémon, c'est peut-être la plus grande licence de tous les temps, qui a eu même droit à son propre dessin animé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de Nintendo. Nous avons expliqué à quel point Nintendo avait d'une part réussi son entrée sur le marché, créé de nouveaux espaces qui avant n'existaient pas grâce à de nouvelles technologies, mais en plus de ça, ils ont réussi à cibler de nouveaux consommateurs, ce qui avant n'avait jamais été fait. Mais surtout, si l'on parle simplement des jeux, ils ont les jeux les plus connus de tous les temps, avec des consoles plus que cultes, et dont les jeux sont des grands monuments de la pop culture qui ont marqué toutes les époques et continuent de le faire. La page blanche. C'est néanmoins compliqué pour la marque rouge depuis la fin de la Wii, c'est-à-dire l'année 2010 voire 2011, où les fans attendaient une nouvelle console, puisque une console dure généralement
5 à 7 ans, et donc après la Wii qui était sortie en 2006, en 2010-2011, une nouvelle console se fait attendre. Nintendo n'avait jamais eu d'échecs commerciaux avant l'arrivée sur le marché de la Wii U, qui va ternir pour la première fois l'image de la marque. La console n'a pas plu pour plusieurs raisons. D'une part, la console ressemblait trop à la Wii. Les joueurs comme les acheteurs ne comprenaient pas sa valeur ajoutée et la nouveauté qui la différenciait de la Wii puisque le design, la couleur étaient très similaires. D'autant plus que la communication et la stratégie marketing pas claires n'ont pas aidé les consommateurs. Enfin, la console était vendue avec un catalogue de jeux principalement composé de remakes, soit des anciens jeux simplement remis au goût du jour avec des meilleurs graphismes pour ne rien apporter d'autre en valeur ajoutée, et enfin en proposant une console anormalement élevée pour une console de Nintendo. Toutes ces choses-là ont tué la console. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Nintendo, c'est ce que les joueurs, ou en tout cas les consommateurs et fans de la marque, reprochent à cette dernière. Les nouveaux jeux, c'est que des remakes, et donc c'est ça le problème, c'est que bientôt 10 ans après, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'innovation, de grandes nouveautés ou simplement de remise à niveau, ce pourquoi l'entreprise est très connue pour savoir innover, et donc ça commence vraiment à mettre l'entreprise un petit peu en péril. Il est vrai que depuis bientôt 2012, soit quasiment 10 ans, l'entreprise n'a pas vraiment entrepris de grands changements. Simplement la Switch, si vous voulez, elle a vraiment pu avoir un bon lancement et aujourd'hui s'est fait une place sur le marché grâce à l'échec commercial qu'elle a subi sur la Wii U, donc ça a permis à Nintendo de comprendre un petit peu ses erreurs, mais c'est surtout l'engouement que Zelda Breath of the Wild a provoqué autour du monde qui a permis vraiment la bonne insertion de la console sur le marché, sans quoi l'entreprise et sa console auraient eu du mal à revenir sur le marché, je pense. Ce jeu-là, donc Zelda Breath of the Wild, c'est l'un des rares moments où l'entreprise a de nouveau innové depuis une dizaine d'années, depuis une décennie. Zelda Breath of the Wild, c'est une nouvelle innovation avec un Zelda open world, et avant ça n'avait jamais été fait, donc ça c'est vraiment nouveau. Pour le reste, les jeux qu'ils proposent sont refaits et c'est un vrai problème. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste du réchauffé, simplement un coup de peinture sur un bâtiment qui commence à être délabré. Voilà. On pourrait citer Super Mario Kart 8 Deluxe, déjà sorti sur Wii U, un autre remake de Zelda, Link's Awakening, sorti sur Game Boy, ou même Super Smash Bros Ultimate, très ressemblant à celui sorti sur Wii U. Nintendo, une entreprise en perte de vitesse. Les fans dont je fais partie attendent toujours la suite de Metroid et son fameux Metroid Prime 4 annoncé à l'E3 en 2017. De même pour Zelda Breath of the Wild 2, toujours attendu depuis 4 ans, de quoi décevoir les joueurs quand on sait que chaque console a eu son jeu de nouveautés comme Mario Galaxy sur Wii, Wind Waker sur GameCube, ou encore Super Metroid sur Super Nintendo, et bien d'autres encore. Et ce qui est très étonnant, c'est que si on continue à regarder un petit peu ce que l'entreprise est devenue et ce qu'elle a créé, elle était quand même à l'origine de beaucoup d'innovations technologiques. On se rappellera notamment cette fameuse prouesse qui s'appelait le Z-Targeting, qu'on a pu voir exister grâce au jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time, dans lequel en fait on pouvait avoir une caméra fixe sur une personne ou un objet, et tout en étant capable de faire déplacer son personnage autour. Et à l'époque, c'était une vraie prouesse, ça n'existait pas. Donc en fait, Nintendo, c'était elle qui apportait à chaque fois quelque chose de nouveau, que ce soit en termes de stratégie ou en termes d'innovation technologique. Mais au final, aujourd'hui, elle ne fait plus grand chose, et c'est ça le problème. Ce qui est embêtant, si vous voulez, pour Nintendo, c'est qu'elle s'est fait connaître pour quelque chose de précis, c'est-à-dire apporter des innovations, comme je l'ai déjà dit, donc dans toutes les sphères qui entourent le domaine du jeu vidéo, que ce soit en termes d'offres commerciales, de stratégie, de management. Oui, c'est ça, en fait, une innovation software, en fait, technologique. Donc en fait, quand vous êtes connu pour avoir un facteur principal qui est de se réinventer, et que vous n'en êtes plus capable, eh bien c'est plus vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous perdez toute votre crédibilité. Si je suis connu pour faire les meilleurs pains de Paris, et que j'arrête de faire du bon pain, les gens vont plus venir m'acheter mon pain. Mais ce n'est pas le seul problème auquel Nintendo doit se confronter. Si Nintendo a su justement se faire connaître pour ne pas rentrer dans la course au hardware, proposer les consoles très poussées aux composants capables d'afficher des jeux avec de très beaux graphismes, avec des calculs toujours plus puissants pour chaque époque, au contraire, en proposant des jeux simples et conviviaux pour tous, il semblerait que le temps soit venu de changer. Auparavant, donc on savait que Nintendo faisait des moins beaux graphismes que ses concurrents, mais on l'acceptait parce que c'était Nintendo. Donc Nintendo, c'était des jeux conviviaux, intuitifs, ergonomiques et ouverts à tous, avec justement, ils comblaient ce manque de beaux graphismes, de puissance de calcul avec des jeux accessibles à tous et en plus de ça, des innovations technologiques. Mais plus on avance dans le temps, plus cette lacune s'agrandit et c'est ça le problème.
l'heure est vraiment venue pour Nintendo de changer, puisque maintenant en fait on peut plus vraiment se permettre d'avoir des temps de chargement très longs ou des bugs récurrents, et c'est exactement ce qui se passe chez Nintendo. Quand vous jouez à la Switch, ce dont se plaignent les joueurs, quand on regarde un petit peu les forums sur internet et encore aujourd'hui, c'est vraiment ces longs temps de chargement par rapport aux consoles actuelles et aux nouvelles générations évidemment. Avec ces nouvelles consoles, le fossé s'élargit encore plus. On passe de 60 à 15 FPS parfois dans un jeu. Donc ça veut dire qu'on passe de 60 images par seconde à 15 images par seconde. Donc tout cela, ça altère grandement la qualité d'un jeu et l'expérience du joueur. Nintendo ne semble plus pouvoir continuer à se cacher de ce facteur qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, car les joueurs trouvent cela insupportable de proposer un produit pas capable de bien fonctionner et un service donc appauvri. Le verdict. Disons que l'amour des fans pour l'entreprise continue de la porter, cependant il reste à savoir si cela va durer éternellement. Il est fort probable que le cloud gaming, le multipartage des jeux, la dématérialisation des consoles ou tout simplement l'innovation technologique, eh bien tout ça, ça peut couler Nintendo. À moins que Nintendo ne décide d'ouvrir ses services ou ses jeux au cloud gaming, ou à ce qu'elle décide de partager ses jeux sur d'autres consoles, ce qui serait vraiment une première. En tout cas, quelque chose est sûr, Nintendo doit vraiment se réinventer pour essayer de reconquérir les aficionados comme moi de la marque. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je voulais simplement vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout et vous dire quelques petits mots. La prochaine vidéo sera une grosse annonce parce que je vais totalement refaire, ou en tout cas remodeler ma chaîne YouTube, que ce soit au niveau des contenus ou au niveau de la charte graphique, ou en tout cas de la direction artistique si vous préférez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je tenais encore une fois à vous remercier et à très vite.